Le développement du métabolisme basal d'un individu ne dépend que des efforts fournis par ce dernier. Un vieil adage africain dit souvent que, à l'époque de Bourdaloue, on faisait comprendre aux uns aux autres que lorsque ceux qui commandent ont perdu la honte, ceux qui obéissent perdent le respect. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette première édition de votre magazine d'information, Le Monde en 60 minutes. Nous sommes le samedi 5 janvier de l'an de grâce 2013. Ensemble, nous allons faire le tour d'horizon de l'information tel que vous l'avez vécu au cours de cette semaine où l'année 2012 s'est achevée. Madame, monsieur, restez à notre écoute. La première partie de cette édition est réservée au reportage. Ce n'était pas la joie pour les populations ivoiriennes la nuit de la Saint-Sylvestre. Plus d'une soixantaine de personnes sont passées de vie à trépas. Des tas de chaussures et de vêtements étaient encore éparpillés sur les chaussées, traces de la bousculade survenue vers 2 heures du matin dans le quartier administratif du plateau. Selon les autorités, plus de 50 000 personnes étaient rassemblées dans l'enceinte du stade Félix Houphouët-Boigny pour assister au feu d'artifice de la Saint-Sylvestre. D'après le chef des sapeurs-pompiers militaires d'Abidjan, le lieutenant-colonel Issa Sako, la bousculade a fait 61 morts. De son côté, le gouvernement a parlé de 60 morts, dont la moyenne d'âge est de 18 ans. Le bilan survenu jeudi a été estimé à 63 morts. C'est un véritable drame pour ce jour de l'an. Nous sommes tous sur le choc, a réagi le président Alassane Ouattara, venu sur les lieux. Il a d'ailleurs décrété un deuil national de 3 jours à compter de mercredi. 49 blessés, dont 2 dans un état très grave, ont été évacués par les secours vers des centres hospitaliers de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Une cellule de crise a été mise en place pour les familles. L'accident a eu lieu près du grand stade de la ville, à la fin des feux d'artifice, lorsque les spectateurs repartaient vers leur quartier. Le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a affirmé que les circonstances précises du drame font l'objet d'enquêtes par les services de sécurité. Selon une responsable policière, la bousculade s'est produite quand 2 flots de spectateurs se dirigeant de sens contraire se sont rencontrés, d'autant que des troncs d'arbres se trouvaient par terre. Les secours ont mis du temps pour arriver, a souligné une source sécuritaire. Cela révèle de la faible capacité de réponse ivoirienne en termes de sécurité. C'est inquiété un diplomate. Parmi la quarantaine de blessés évacués à l'hôpital de Cocody, où s'est rendu le président Ouattara, figuraient de nombreux enfants d'une dizaine d'années visiblement sonnés. La presse ivoirienne pointait mercredi les responsabilités des autorités et des parents des victimes au lendemain de la bousculade, des journaux d'opposition appelant à des sanctions. Les autorités auraient dû prendre des mesures particulières de renforcement de la sécurité pour éviter une telle tragédie, écrit le quotidien indépendant Soinfo, qui souligne en outre la lenteur des secours. Le journal met également en cause les parents qui, d'après lui, se sont montrés légers en laissant des enfants sortir la nuit pour assister à des feux d'artifice au milieu d'une foule immense. Pour la 2e année consécutive, la ville d'Abidjan avait offert des feux d'artifice pour marquer le passage du Nouvel An. Ces festivités, de même que les illuminations de Noël, étaient présentées comme un symbole du nouveau du pays, vanté par le régime Ouattara après la crise post-électorale de décembre 2010-avril 2011 qui a fait environ 3000 morts. Dans son discours de vœux lundi soir, le chef de l'État avait délivré un message résolument optimiste. Les pays d'Afrique centrale déterminés à empêcher à tout prix la chute de Bangui ont commencé à envoyer des renforts pour protéger la capitale centrafricaine menacée par les rebelles du Séléka qui contrôlent une large partie du pays et réclament le départ du président François Bozizé. Cette force régionale, déployée en 2008 pour aider à la stabilisation d'un pays en proie à des mutineries et rébellions chroniques, avait entamé un processus de retrait lors du lancement de l'offensive rebelle le 10 décembre. Damara constitue une ligne rouge à ne pas franchir par aucune des 2 parties, a averti lundi soir le dirigeant tchadien Idriss Déby, président en exercice de la Communauté économique des États d'Afrique centrale et allié traditionnel du président Bozizé. Dans son message du Nouvel An, le président centrafricain a remercié l'armée tchadienne, sans qui, a-t-il dit, Bangui serait aujourd'hui envahi. Face à l'avancée des rebelles et poussé par une médiation africaine,
Bozizé avait fait des concessions dimanche en se disant prêt à des pourparlers en vue de former un gouvernement d'union avec une participation du Séléka. Le porte-parole des rebelles, Éric Massi, a déclaré mardi ne rien avoir contre les forces africaines qui se massent sur la route de Bangui, mais a demandé qu'elles interviennent contre les arrestations des sympathisants du Séléka dont ils accusent le pouvoir depuis plusieurs jours. À Bangui, un jeune musulman supposé proche de la rébellion a été tué dans la nuit de lundi à mardi et un policier est mort au cours des affrontements qui ont suivi mardi dans un quartier populaire de la capitale. La communauté internationale s'inquiète cependant de la rapide dégradation de la situation dans ce petit pays de 5 millions d'habitants, déjà parmi les plus pauvres du monde. L'Union européenne a appelé mardi le gouvernement centrafricain et les rebelles du Séléka qui menacent la capitale à résoudre par le dialogue et la négociation des divergences qui subsistent. Washington, pour sa part, a appelé les rebelles à cesser les hostilités et tout mouvement vers la capitale. Paris, qui dispose de près de 600 soldats sur place pour protéger et éventuellement évacuer ses ressortissants dans cette ancienne colonie, a appelé au dialogue mais refuse de soutenir le régime. Cette position a alimenté un sentiment anti-français à Bangui où le président de la coalition citoyenne opposé aux rebelles armés, en abrégé Kokora, Lévi Yakité, a accusé mardi à la radio nationale les médias français et internationaux d'avoir contribué à l'aggravation de la situation et d'avoir incité à la haine. Le placement sur cette liste noire impose notamment aux entités ou individus sanctionnés un gel des avoirs et une interdiction de voyager. Selon l'ambassadrice américaine de l'Organisation des Nations Unies, Susan Rice, le Conseil a aussi placé sur la liste à titre individuel deux dirigeants du M23, Jean-Marie Runiga Lougerero, qualifié de chef civil du mouvement, et Éric Badège, présenté comme un commandant du M23, soupçonné d'exactions contre des femmes et des enfants. Nous estimons que ces décisions vont faciliter des progrès vers une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo, a déclaré Mme Rice dans un communiqué. Nous demandons aux membres du M23 et des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, de faire défection et de se démobiliser afin de se dissocier des groupes sanctionnés, a-t-elle ajouté. Cette décision intervient à quelques heures de l'entrée du Rwanda au Conseil comme membre non permanent à partir du 1er janvier et pour une durée de 2 ans. Des experts de l'Organisation des Nations Unies accusent le Rwanda et l'Ouganda voisins de soutenir le M23, ce que ces deux pays refutent. Le Conseil de sécurité avait déjà pris des sanctions ciblées dont la dernière date de la fin novembre contre 3 chefs militaires du M23, mais n'avait pas encore sanctionné l'Assemblée de la rébellion. Le M23 est formé d'anciens rebelles, d'abord intégrés dans l'armée de la République démocratique du Congo, au terme d'un accord signé le 23 mars 2009 avec les autorités de Kinshasa, mais qui ont repris le combat au printemps dans le Nord Kivu, accusant le gouvernement de ne pas l'avoir respecté. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a salué mardi comme très bonne la décision du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies de sanctionner les rebelles congolais du M23 et rwandais FDLR. C'est une condamnation que nous attendions et qui est arrivée à point nommé car ces groupes risquent de déstabiliser pour des décennies l'Afrique et particulièrement la région des Grands Lacs. Je pense que c'est une très bonne décision, a déclaré son porte-parole Lambert Mende. C'est avec déception et désillusion que rime le mot élection en 2012. Déception des électeurs face à des responsables politiques qui ne respectent pas ou peu leur engagement. Désillusion des peuples après une année 2011 pleine de promesses et d'espoir. Retour sur 365 jours d'élection. Tout comme l'année 2011, 2012 était une année de scrutin présidentiel et législatif dans le monde. En Afrique, les premiers électeurs invités aux urnes étaient ceux du Sénégal, qui ont élu leur nouveau président Macky Sall le 26 février dernier. Toujours au compte des présidentielles, ont suivi la Sierra Leone en septembre, le Ghana en décembre, l'Angola et l'Égypte.
En Égypte, justement, la victoire des frères musulmans a été éclatante et le rouleau compresseur islamiste a remporté haut la main les élections. Mais les manifestations contre la nouvelle constitution ont remis le pays en fusion. En Libye, l'élection de l'Assemblée constituante a aussi eu lieu cette année. Des élections législatives étaient aussi au programme en Guinée-Conakry, en Algérie, au Burkina Faso, au Togo, au Cameroun et au Congo-Brazzaville. En plus du scrutin présidentiel, l'Angola a aussi organisé des scrutins législatifs. En Europe, le PASOK a connu en Grèce un revers spectaculaire. Nicolas Sarkozy en France n'a pas été réélu, et c'était déjà le cas pour Zapatero en 2011. On peut dire que la démocratie fonctionne parce qu'elle se sépare des gens qu'elle juge coupables de la crise. Mais on constate tout de même un véritable déficit démocratique qui n'est jamais plus fort que durant les périodes électorales. Aux États-Unis, Barack Obama a su répondre de manière assez efficace à la crise pour être reconduit à la tête du pays. Il a surtout bénéficié d'un adversaire assez faible, Mitt Romney, qui faisait peur aux Américains qu'il n'a pas su rassurer. Le Congrès américain a adopté mardi soir une loi évitant aux États-Unis la cure d'austérité du mur budgétaire qui constitue une victoire pour Barack Obama sur la fiscalité face aux républicains, mais repousse seulement de quelques semaines d'autres dossiers épineux. L'un des piliers de ma campagne présidentielle était de changer un code des impôts qui était trop favorable aux richesses aux dépens de la classe moyenne, a déclaré le président démocrate lors d'une allocution à la Maison-Blanche. Ce soir, nous l'avons fait grâce aux voix des démocrates et des républicains au Congrès, a ajouté Obama 20 minutes à peine après que la Chambre des représentants à majorité républicaine eut emboîté le pas au Sénat dominé par les démocrates et adopté un projet de loi augmentant notamment le taux d'imposition des foyers aux revenus supérieurs à 450 000 $ par an. Une partie des républicains a accepté de voter pour ce dispositif malgré leur rejet de principe de toute hausse de la pression fiscale, car l'alternative aurait été le mur budgétaire des hausses d'impôts pour la quasi-totalité des contribuables et des coupes claires dans les dépenses de l'État fédéral, en particulier de défense. Je ne négocierai sur beaucoup de choses, mais je ne débattrai pas encore avec le Congrès sur la nécessité d'acquitter les factures induites par les lois déjà adoptées, a-t-il martelé en rappelant l'épisode de l'été 2011. Ce règlement de la crise aux dernières heures de la journée de mardi arrive à point pour éviter un éventuel décrochage des places financières, en particulier Wall Street, de fait de l'accord conclu à Washington, a dopé les bourses asiatiques mercredi. Le pire semble être passé pour Hillary Clinton, dont l'état de santé a inquiété les Américains pendant un mois. L'actuelle secrétaire d'État américaine est sortie mercredi soir de l'hôpital presbytérien de New York, où elle suivait un traitement dont l'issue était de résorber un caillot de sang situé entre le cerveau et le crâne. Des anticoagulants lui ont été administrés. Elle a été évacuée accompagnée de son mari et de sa fille Bill et Chelsea Clinton. Son rétablissement progressif a été annoncé sans précision sur son évacuation définitive ou temporaire de cet hôpital. Celle qui avait fait ainsi sa première apparition publique depuis le 7 décembre pourrait reprendre son travail dans les prochains jours, même si elle devra sans doute passer la main à son successeur, John Kerry, d'ici quelques semaines. Il avait auparavant été diagnostiqué à Mme Clinton un virus gastrique qui l'a obligé à annuler une tournée en Afrique du Nord. Ses médecins avaient également révélé une commotion cérébrale après son évanouissement dû à une forte déshydratation. Ces années de santé ont freiné les activités de la femme la plus admirée des Américains selon un sondage paru en début de semaine. Elle a notamment été empêchée de témoigner comme prévu le 20 décembre dernier devant le Congrès à propos de l'attentat du 11 septembre dernier contre le consulat américain de Benghazi. Elle avait déjà souffert d'une phlébite en 1998 quand son mari Bill Clinton était à la Maison-Blanche. La dame de fer des Américains a avoué il y a quelques mois être épuisée par le rythme effréné qu'elle s'est imposé depuis 4 ans, avec en tout 4000 jours cumulés passés à voyager et en détail 1 million de milles parcourus en avion et 112 pays visités, un record absolu de tous les secrétaires d'État américains.
y aurait lieu d'espérer pour Hugo Chavez après 3 semaines d'hospitalisation à Cuba. Le président vénézuélien se trouve dans un état stable, quoique délicat. Il souffrirait de nouvelles complications après son infection respiratoire. Un diagnostic fait à la suite d'une 4e opération de son cancer, subi le 11 décembre dans un hôpital de la Havane. Il devrait être soigné avec un traitement non dénué de risque, selon le vice-président vénézuélien dauphin. Nicolás Maduro a été désigné par Hugo Chavez au cas où il y aurait des élections anticipées. Ce dernier d'abord et les Vénézuéliens ensuite croient tous en la force physique et spirituelle de leur président pour se sortir d'affaires. Les traditions du pays ont également reçu un coup dur de cette période triste que traverse le pays. Les célébrations et cérémonies annuelles liées à chaque 1er janvier ont été annulées cette année. Le Venezuela a par conséquent passé cette période festive sur un ton tragique, à la limite dans une atmosphère similaire à une situation de deuil national. Les Vénézuéliens ont ensemble amorcé cette nouvelle année avec l'appel des autorités à des intentions de prière, de foi et d'espérance quotidienne pour le salut de M. Chavez. Les souhaits de nouvel an ont été annoncés sur un ton morose par le vice-président assisté des 4 filles du président hospitalisé. Au pouvoir à Caracas depuis 1999, Hugo Chavez, 58 ans, a été réélu le 7 octobre dernier. Il devait prêter serment devant l'Assemblée nationale le 10 janvier prochain, selon la Constitution. Providence malheureuse, ce programme risquerait d'être fauché, et pour cause la rechute de son cancer qui a entraîné par contrainte sa 4e opération depuis la détection en juin 2011 d'un cancer de la zone pelvienne. Vous avez suivi là la première partie de votre magazine d'information Le Monde en 60 minutes avec les reportages, toutes les informations qui ont eu cours au cours de cette semaine qui s'achève, vous l'avez bien compris. Pour le cas de Mme Clinton, il faut le souligner, hier, déjà jeudi, il faut le dire, elle est sortie de l'hôpital. Quant au président vénézuélien Hugo Chavez, il faut le dire, l'opposition est actuellement en train de parler de gros mensonges puisqu'on l'attend toujours pour le 10 janvier prochain pour qu'il prête serment pour un nouveau mandat. Madame, monsieur, on reste ensemble dans un instant, la deuxième partie qui est réservée à la presse écrite. Nous commençons avec la une du quotidien Libération qui titrait lundi 2012 pour le meilleur et pour le pire. Mariage pour tous. Libération unissait à tout va les personnalités de l'année et faisait une rétrospective de 24 pages spéciales. Libération relevait également le nouveau couac du gouvernement français, la taxation des plus hauts revenus qui a été rejetée par le Conseil constitutionnel. Le journal français parlait de 75% d'amateurisme. Pour le Figaro, la décision du Conseil constitutionnel de censurer la taxe à 75% et toute une série de mesures jugées confiscatoires contraignait le chef d'État français qui présentait le soir même ses vœux aux Français à revoir sa politique fiscale, d'où la une du Figaro. Hollande dans le piège de l'hyperfiscalité. Pour le quotidien français de l'économie, Les Échos, c'est un sérieux revers de plus pour François Hollande. Le Conseil constitutionnel avait annulé le week-end la taxation à 75% de revenus supérieurs à 1 million d'euros ainsi que l'article ayant trait au plafonnement de l'impôt sur la fortune. Les Échos affirment que c'est une mesure symbolique du retour de la gauche au pouvoir qui est censurée en pleine polémique fiscale attisée par le départ de Gérard Depardieu en Belgique. Le quotidien notait que le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a immédiatement promis de réinstaurer une taxation pour les revenus de 2013. Cela ne sera pas simple car la division et la décision du Conseil constitutionnel laissaient peu de marge de manœuvre, écrivait le journal lundi. À première vue, le Conseil a révoqué la taxation à 75% pour des raisons assez techniques, sans se prononcer sur son caractère confiscatoire. Mais il a aussi jugé excessive d'autres mesures portant les niveaux de prélèvement au-delà de 70% sur les stock options et les retraites chapeau. Les Échos relevaient également que l'exécutif redoutait que les sages ne s'opposent désormais au principe même d'une taxation à un tel niveau. Il annoncera donc sans précipitation, sujet d'autant que l'impact de l'annulation sur les finances publiques est très limité. D'où la une, taxe à 75%, ISF Hollande dans le piège de la censure. Les Échos se sont également intéressés ce même jour à Washington qui se trouvait dans une tension intense pour éviter le mur budgétaire. Le quotidien de la capitale française, Le Parisien, rapportait le 31 décembre dernier l'agenda de François Hollande et ses 12 travaux pour 2012. Lutter contre le chômage, redresser les comptes publics, avancer dans les réformes, remonter
remonter dans les sondages et Tessera. Le journal notait que l'année 2013 s'annonce chargée pour le président français François Hollande. Le Parisien avait recensé 12 dossiers chauds à retrouver, qu'on devait retrouver en tout cas en pages 2 et 3 du journal. Le journal catholique La Croix 2012-2013, des années difficiles, titrait ce journal. Des raisons d'espérer. Le quotidien relevait que l'année qui s'est achevée en tout cas, a vu des avancées positives pour la paix, la charité, la santé et l'euro. Elles invitent à progresser encore en 2013. Le Monde rapportait 13 tournants mondiaux qui vont marquer 2013, en commençant par la croissance en Afrique, le basculement en Asie, la révolution énergétique aux États-Unis, le génome pour tous. Le Monde donnait ainsi sa sélection des signes annonciateurs d'une nouvelle époque pour 2013. Le journal fondé par Jean Jaurès souhaitait tous ses vœux de bonheur et que la lutte de 2012 aboutisse en 2013 et en appelait tout le monde au boulot. Le télégramme était clair, nos meilleurs vœux pour 2012. Le télégramme souhaitait à ses lecteurs ainsi qu'à ses annonceurs et partenaires une bonne et heureuse année 2013 en espérant que chacun pourra oublier de temps en temps les effets de la crise afin de partager un petit moment de joie à l'image des otaries du Cap Cause qui savent ce que chaleur humaine veut dire. La Voix du Nord, édition de Lille, n'était pas en reste et vous souhaitez également un joyeux réveillon pour finir l'année en beauté. Aujourd'hui, c'était... En tout cas, ce jour-là, on disait qu'on entrait dans la Saint-Sylvestre et cette nuit, et bien sûr vaillamment dans l'année 2013. Pour l'occasion, nombre d'entre les lecteurs de ce journal devaient être de sortie. La Voix du Nord avait fait des rencontres avec ceux qui vont animer les soirées et surtout avait fait un panorama des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le journal du Centre conseillait en tout cas pour finir 2012 en beauté et surtout sur un sourire. Trouver, il faut le dire pour vous, plusieurs astuces pour que le réveillon soit le meilleur. Gastronomie, contrôle et n'oubliez surtout pas, après la fête, quelques conseils, taxi, désignation d'un capitaine de soirée et Tessera. La Marseillaise notait que 2012 aura été une année des résistances. Le journal faisait une rétrospective d'une année importante pour Marseille et les Bouches du Rhône. Et le sous-sous des Français était tout simplement Omar Sy pour 2012, rapportait l'Est républicain, qui nous disait ce lundi-là que Omar Sy venait d'être en tout cas élu personnalité préférée des Français, l'acteur d'Intouchable, 48 millions d'entrées dans le monde et bien sûr détrônait ainsi Yannick Noah, l'ancien tennisman. Libération Champagne souhaitait également à toutes et à tous bonne année 2013. Presse Océan souhaitait également bonne année 2013 en haut du nid. On parle là de Charlotte et Romain, photo à la une du journal, qui avait choisi le nid au sommet de la Tour Bretagne pour tourner la page et entamer en souriant cette nouvelle année 2013. Dans les îles, le quotidien de la Réunion remarquait que le pique-nique ne connaît pas de crise. Le journal avait fait un tour sur les 3 aires de pique-nique préférées de l'île, le Maïdo, Takamaka et le Tevlave. En Suisse, la Tribune de Genève nous disait qu'au Japon, le Premier ministre envisageait de nouveaux réacteurs. Shinzo Abe avait déclaré envisager la construction de nouveaux réacteurs malgré l'opposition d'une grande partie de la population à l'énergie nucléaire depuis l'accident de Fukushima. En Belgique, la Libre Belgique rapportait 25 pages spéciales de ce qu'il faut retenir de l'année 2012. Et puis la dernière heure rapportait la bonne année 2012 de Marc Wilmot. 2012, une année particulière pour cet homme, Marc Wilmot, et 2013 s'annonce également grandiose, soulignait le quotidien belge qui notait que la vie de Marc Wilmot a été bouleversée en 2012. L'adjoint et surtout adjoint de l'ancien attaquant est devenu sélectionneur de l'équipe nationale de football de Belgique. Le Canada, le quotidien La Presse titrait lundi à sa grande une, chocolat amer, faux état financier, faux comptable, fausse faillite, une organisation charitable de vente de chocolat est associée à une vaste fraude, rapportait la presse lundi. La presse qui faisait également le tour du monde en 12 questions et s'intéressait à l'ex-président français Paul-Stéphane Nicolas Sarkozy. On termine la journée de lundi avec le quotidien canadien Flambeau qui nous disait que 2012 s'achève, l'heure est au bilan. Mardi, c'était à une, en tout cas avec le quotidien de la capitale française au Parisien qui nous donnait 13 bonnes raisons d'aimer 2013. On pouvait voir à la une du journal une laborantine des acteurs tels que Jean Dujardin, Marion Cotillard, Omar Sy, des acteurs sur lesquels la France peut compter en 2013. La France peut également compter sur son champion de football de Ligue 1 avec le Suédois Zlatan Ibrahimovic qui, Zlatan tout sur son passage sans oublier le fameux Tour de France. En page 5 du même journal Le Parisien, les vœux au pas de
charge de François Hollande. L'Indépendant n'a eu d'autre mot que de souhaiter bonne année 2013 à tous ses lecteurs. La photo à la une du journal catalan, la foule rassemblée dans les rues de Tokyo qui lâche les ballons pour célébrer le nouvel an. Selon le journal, les festivités se sont prolongées toute la nuit partout dans le monde. L'Indépendant souhaitait bonne année à tous et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Le Berry républicain ne lâchait pas l'affaire et souhaitait également bonne année 2013 à toutes et à tous. Le journal nous disait qu'à Cher, une nouvelle année se dévoile et les vœux tombent en cascade finalement. Et il faut le dire, très classique entre amour, santé et argent. Le trio gagnant varie toutefois selon les priorités de chacun et surtout de chaque berrichon, relevait le quotidien qui soulignait que si la soirée de la Saint-Sylvestre a été trop arrosée et a laissé quelques séquelles, le journal donnait quelques conseils pour retrouver vos esprits en ce début de 2013. Le populaire du centre, en plus des souhaits habituels de bonne année à tous, ajoute l'horoscope 2013 de chacun et indiquait qu'aux 12 coups réglementaires, les bulles n'ont pas manqué de pétiller en famille et entre amis. Cette nuit de la Saint-Sylvestre par une nouvelle année pleine d'espoir. Si vous étiez impatient de savoir si votre année sera solaire et ce que les planètes vous réservent, bien, les réponses étaient dans les 4 pages spéciales horoscope 2013 du populaire du centre. Le populaire du centre qui n'a pas également non plus manqué le discours de vœux de François Hollande qui disait avoir un seul but, inverser la courbe du chômage. Pour le journal, François Hollande a redit son engagement pour l'emploi. La dépêche du midi a retenu quelques mots de François Hollande qui a adressé le même 31 décembre un message volontaire et volontariste aux Français 2013. Le cap sera tenu. La dépêche du midi rapportait également de Toulouse les premiers sourires de l'année 2013. La Marseillaise adressait ses meilleurs vœux à ses fidèles lecteurs en plusieurs langues. Happy New Year, c'était en anglais. Feliz Año Nuevo en espagnol. Frohes Neues Jahr en allemand. Felice Anno Nuevo en italien et surtout bonne année en français. Midi Libre de Montpellier et sa région nous disait que pour la nouvelle année 2013, il faut se jeter à l'eau. Le journal notait également une population toujours en hausse à Montpellier. Selon les chiffres publiés par l'INSEE, la capitale régionale est passée de 251 637 habitants à 2006 à 257 351 habitants en 2010. En Belgique, l'ensemble de la rédaction de dernière heure vous souhaitait en tout cas ses meilleurs vœux pour 2013. Bonne année 2013. Le vœu du journal belge était en tout cas que cette année 2013 réponde à vos attentes et souhaits les plus chers. L'autre quotidien belge, la Libre Belgique, n'est pas resté de côté. Toute la rédaction de la Libre vous souhaitait également une bonne et heureuse année 2013. C'était le 1er janvier dernier. En Suisse, la Tribune de Genève rapportait une ambiance austère du Conseil fédéral pour la photo officielle de 2013. Selon ce journal, la photo officielle du Conseil fédéral a choisi une tonalité austère et sérieuse pour 2013. Les 7 ministres et la chancelière de la Confédération posaient debout devant une salle de réunion du Palais fédéral en complet sombre et ils souriaient quand même. Willy Maurer, président de la Confédération, figurait au premier rang entouré de ses pairs. Il est le seul d'ailleurs à avoir arboré une cravate de couleur, en l'occurrence rouge et blanche, assortie d'un pins du drapeau suisse sur le revers de son veston. Les autres conseillers fédéraux étaient vêtus de complets cravates et de robes couleur bleu nuit. Vous la voyez bien sûr à la une de la Tribune de Genève. On termine la journée de mardi 1er janvier avec l'Autriche, avec le Kleine Zeitung qui souhaitait également bonne année 2013 et rapportait la petite école du bonheur. Le journal autrichien nous assurait que l'année 2013 commence très bien, même si celle-ci surprend l'IHT et les compagnies d'assurance dans le Mercure. Kleine Zeitung qui accompagnait bien sûr les fêtards qui dépensent sans compter nous donnait un avant-goût de la rue des Cols du Bonheur. Le 2 janvier, parlant bien sûr de la presse écrite internationale, Libération nous assurait ce mercredi 2013, ça va bien se passer. Le journal avait fait un tour d'horizon des principaux événements d'une année que les Cassandres de tout poil annoncent douloureuse. En tout cas, pour le Figaro 2013, la chancelière allemande Angela Merkel est moins optimiste que le président français François Hollande. Le journal indiquait que dans ses vœux, le chef de l'État français a dit sa confiance en l'avenir alors que la chancelière allemande en appelle au courage car la crise, affirme-t-elle, est loin d'être surmontée. En page 4 du même journal, le Figaro a noté qu'aux États-Unis, un compromis avait été trouvé entre démocrates et républicains pour repousser le mur fiscal. Le Monde confirmait bien sûr cette information. Le déblocage budgétaire a été évité aux États-Unis
États-Unis, Joe Biden, photo à la une, était satisfait. Ainsi, la Maison-Blanche et les élus du Sénat sont parvenus à un accord pour éviter au pays de chuter dans la crise du haut de la falaise budgétaire. Le texte doit encore être adopté par la Chambre des représentants. À la grande une du quotidien, c'est François Hollande qui veut créer l'emploi coûte que coûte. Le président français demande en tout cas la mobilisation de tous les Français pour inverser la courbe du chômage d'ici à la fin de cette année 2013 qui a démarré. Le journal fondé par Jean Jaurès, L'Humanité, nous disait qu'après les vœux du président français François Hollande, 10 voix pour une autre voix. Le quotidien a fait parler 10 acteurs des luttes sociales et citoyennes. Ce qu'ils veulent pour réussir, c'est un vrai changement dans cette année 2013. Astropopolis ce matin n'a pas tardé et rapportait les 13 chantiers sur la côte en 2013, dont la salle de spectacle Jules Grec de Nice, la Coulée Verte et surtout le stade Atlas Riviera, toujours à Nice. La Voix du Nord, qui présentait ses vœux les meilleurs à ses lecteurs, vendeurs et annonceurs, revenait sur une tradition, les incontournables bains du Nouvel An, qui ont rassemblé une foule d'adeptes sur les plages du littoral, comme la photo à la une du journal prise à Calais, d'où la une du quotidien 2013, déjà dans le bain. Que 2013 commence comme nous le rapportait le Berry républicain qui dit que le Nouvel An, aux 4 coins du département, dans les boîtes de nuit, les restaurants ou les salles de fête, l'année 2013 a débuté dans une ambiance de fête. Le journal soulignait que dans les rues, avant de célébrer les 12 coups de minuit, de nombreuses animations se sont déroulées, notamment à Bourges, avec la traditionnelle parade de fin d'année et le concours international de feux d'artifice. Et bien sûr, Presse Océan rapportait une belle histoire de la Saint-Sylvestre qui s'est déroulée à Nantes, miraculée grâce à son portable, comme vous le lisez à la une de ce journal. Un téléphone placé dans la poche intérieure d'un blouson a arrêté un coup de couteau porté au niveau du cœur. C'était le mardi matin, lors d'une risque dans le quartier de la Tour Lu. Presse Océan rapportait également les premiers bébés de 2013. La photo à la une du journal, Cléo est avec Lilia et Liorine, l'un des premiers bébés de l'année. En 2012, les prénoms les plus donnés étaient Juliette et Marius, relevait le quotidien. Le Télégramme rapportait, lui, le changement d'air en Afghanistan. Selon ce journal, la tradition a été respectée. Le ministre français de la Défense a réveillonné avec les soldats en opération extérieure. Il a jeté le Nouvel An à Kaboul avec une partie des 1600 militaires français encore présents en Afghanistan. Il leur a signifié qu'une nouvelle page s'ouvrait dans ce pays qui doit prendre son destin en main. Le quotidien catholique La Croix notait qu'il y a 10 Français toujours en otage. François Hollande a évoqué dans ses vœux aux Français les otages retenus principalement en Afrique et leurs familles qui vivent dans l'angoisse. Le quotidien français de l'économie Les Échos, parlant de croissance, est revenu mercredi sur les 2 scénarios pour 2013. Le journal indiquait que le chef de l'État français François Hollande n'a pas caché aux Français que 2013 resterait une année difficile. Lors de ses vœux lundi soir, écrivait le journal, il a aussi affiché sa confiance dans une reprise progressive de l'activité et promis d'inverser coûte que coûte la courbe du chômage d'ici à 1 an. François Hollande, selon nos confrères, espérait que ces réformes vont commencer à porter leurs fruits et mise sur l'amélioration de la situation en zone euro. Mais les économistes ne tablent en moyenne que sur une croissance de 0,1% en 2013 et les plus pessimistes anticipent sur un repli de 0,4 à 0,5%, estimant que l'investissement des entreprises va baisser. Ils craignent que cette récession se prolonge, ce qui placerait la France dans une situation périlleuse. Les Échos notaient également mercredi en page 6 que Barack Obama n'est toujours pas assuré d'éviter la récession malgré le vote des sénateurs qui ont accepté d'augmenter les impôts pour la première fois depuis 20 ans. La Chambre des représentants est réticente. Dans les îles, le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien titrait « La fête avant 2000 ». Le journal indiquait que la Réunion a partout fêté le passage de la nouvelle année tout en se préparant à affronter 2000, tempête tropicale baptisée. Bien sûr, selon nos confrères, les aéroports de Gilo et Pierrefonds devaient être fermés à compter du même soir. 2000 passera au plus près de l'île dans la même journée du lendemain, en milieu de journée. En Belgique, la Libre nous disait qu'il n'y a rien à réformer. Le débat sur le salaire des stars françaises gêne les défenseurs de l'exception culturelle. Selon ce journal, la Tribune a ouvert la boîte de Pandore du système de financement du cinéma français. Le journal a fait une compilation de certaines réactions de professionnels connus et moins connus qui se répondent en tout cas par blog interposé depuis quelques jours. En Suisse, la Tribune de Genève indiquait également le même mercredi que les États-Unis évitent le mur budgétaire. La Chambre des représentants à majorité républicaine a voté un accord pour sauver de justesse les Américains d'une politique de rigueur. Les riches contribuables seront également surtaxés.
Jeudi, on commençait bien sûr avec la une du quotidien catholique La Croix qui nous disait jeudi pourquoi la bourse reprend des couleurs. Selon ce journal, donc, les marchés financiers ont terminé l'année 2012 en nette hausse. Les investisseurs manifestent ainsi un certain optimisme pour une prochaine sortie de crise. À ce propos, le Figaro nous disait que la bourse devrait continuer à progresser. Les meilleurs placements pour 2013. En dépit de la crise, le Figaro relevait que les experts estiment que le CAC 40 pourrait gagner 12% cette année 2013. Leur conseil pour faire fructifier son argent sans payer trop d'impôts était dans les colonnes du journal. En page 3, le Figaro s'interrogeait 2013 serait-elle l'année du grand retour de Ségolène Royal? Eh bien, s'il fallait le savoir, vous ne deviez qu'à vous procurer le Figaro qui n'a pas arrêté de s'interroger. Le cinéma français est-il trop subventionné? Les 3,7 millions de spectateurs d'Astérix et Obélix au service de Sa Majesté n'ont pas boosté le cinéma français comme l'avait fait Intouchable. Le Figaro relevait qu'en 2012, la fréquentation des salles a baissé de 6%. Le financement du cinéma français, très encadré par l'État, suscitait une vive polémique. Le Monde parlait, lui, ce même jour-là, de double crise de l'automobile française et nous dit que le marché français était en panne avec des ventes de voitures neuves en 2012 au plus bas depuis 1997. PSA, Peugeot, Citroën et Renault s'enfoncent dans la crise et reculent davantage encore que le marché. Selon Le Monde, la production de leurs usines françaises a été réduite de moitié en 10 ans. La Chine, elle, fabriquera plus d'automobiles que toute l'Europe en 2013, relevait le quotidien. Pour la Marseillaise, qui s'est également intéressée au sujet, 2012 était une année noire avec l'effondrement des ventes de voitures neuves qui frappent notamment les constructeurs français. D'où la une du journal, le marché automobile au point mort. Et même le journal fondé par Jean Jaurès, l'Humanité, n'avait pas raté ce sujet qui fâche actuellement et parlait du plongeon des ventes et affirmait que le secteur automobile est malade de l'austérité. À la grande une de l'Humanité, les 5 dossiers chauds du gouvernement français. Marché du travail, décentralisation, mariage pour tous, retraite et immigration économique. Le quotidien français indiquait que le gouvernement de Jean-Marc Ayrault adopte en tout cas le même jeudi, sa feuille de route pour le premier semestre. Les chantiers qui s'ouvrent vont demander l'intervention des forces politiques et sociales pour que les solutions correspondent aux attentes de changement du pays. En page 10, l'Humanité revenait sur un sujet social et s'était intéressé à Pilpa et nous disait qu'ils ont lutté en 2012 et ne lâcheront rien en 2013. Un autre sujet qui a intéressé les journaux et quotidiens français le même jeudi, c'est la pilule et c'est le cas du journal de la capitale française au Parisien qui s'interrogeait le même jeudi, faut-il avoir peur de la pilule? Le journal indiquait que des dizaines de plaintes devraient être déposées après les accidents liés à l'usage de pilules dites de 3e ou de 4e génération. Du coup, elles ne seront plus remboursées à compter du 31 mars prochain. Pour le courrier Picard, la pilule a décidément bien du mal à passer. Prescrite à près de 2 millions de femmes, la pilule de 3e génération fait enfler la polémique actuellement en France. Pour Ouest France, Bretagne, les nouvelles pilules sont mises en cause. Selon ce journal, le pôle santé publique du tribunal de grande instance de Paris est saisi de la plainte de Marion Lara, jeune femme de 25 ans, handicapée à 65% depuis un AVC. On parle là d'un accident vasculaire cérébral qu'elle impute à cette fameuse pilule de 3e génération. Selon ses avocats, les plaintes de 30 autres femmes seraient déposées au cours de ce mois de janvier. La Voix du Nord, édition de Lille, nous disait en plus sur ce qui nous attend en 2013, en commençant par le vote de la loi sur le mariage pour tous, la réforme de la fiscalité sur l'immobilier neuf, hausse des taxes sur l'alcool, le prix du gaz et de l'électricité, les tarifs des prestations sociales, etc. Le journal de Lille avait fait un tour d'horizon de ce qui va changer cette année 2013. Libération nous disait qu'aux États-Unis, après la falaise, bien sûr, on parle de gouffre pour cause. L'accord arraché dans la douleur par le président américain Barack Hussein Obama ne laisse que 2 mois de repos à un pays surendetté. Le quotidien français de l'économie, Les Échos, parlait des réformes. Le dossier chaud de l'année 2013. Le journal nous disait que l'exécutif fait sa rentrée. Bien sûr, faisait sa rentrée le même jeudi avec un premier conseil de ministres de l'année à l'Élysée. Un programme de travail détaillé pour les 6 prochains mois avec un calendrier des réformes à la clé sera présenté à cette occasion. Le conseil sera suivi bien sûr des vœux du président de la République au gouvernement. C'était vendredi. Hier, un séminaire de travail était également prévu sur la situation économique et l'emploi en France. Les Échos notaient également les dossiers de rentrée qui sont nombreux au premier rang desquels l'emploi, la négociation entre les syndicats et le patronat devant aboutir la semaine prochaine. Le financement des retraites qui va aussi s'inviter assez vite dans le débat. Le gouvernement veut par ailleurs présenter rapidement une nouvelle mouture de sa taxe censurée sur les très hauts revenus. La Réunion attendait en tout cas jeudi 10 000, rapportait le quotidien de la Réunion
et de l'océan Indien qui notait que le passage du système du Mille au plus près des côtes était prévu dans l'après-midi avec des vents avoisinant les 150 km/h en rafale et de fortes pluies. En Belgique, la Libre Belgique avait pour une: l'asile est sous contrôle. La fermeté de Maggie de Bloch, vigoureuse secrétaire d'État à l'asile et à la migration, photo à la une du journal, a permis de mettre fin à une crise qui pourchassait la Belgique, soulignait le quotidien jeudi. En Suisse, la Tribune de Genève rapportait qu'un tireur a tué 3 personnes et en a blessé 2 à Daillon. Pour une raison encore inconnue, un homme a tué par balle 3 personnes et en a blessé 2 autres mercredi soir dans le petit village de Daillon, près de Conteil. Le journal indiquait que la police a maîtrisé et arrêté l'auteur présumé. On va terminer la journée de jeudi en Allemagne avec le quotidien Morgen Post qui indiquait que les Allemands en 2013 vont devoir serrer la ceinture. Le journal est revenu sur le discours de présentation de vœux de la chancelière allemande Angela Merkel qui a présenté ses vœux en accentuant sur les efforts qu'il reste à faire face à une crise toujours bien présente. L'environnement économique ne sera pas plus facile, mais plus difficile l'an prochain, a-t-elle dit à ses compatriotes. Terminons cette seconde partie de la revue de la presse écrite, bien sûr, de votre magazine d'information, avec la une du Figaro qui rapportait vendredi l'affaire d'Epartu et l'affront de Poutine à Hollande. Le journal soulignait que le président russe Vladimir Poutine a accordé jeudi la nationalité russe au comédien français. La photo à la une du Figaro montre Gérard Depardieu et Vladimir Poutine en visite au musée russe de Saint-Pétersbourg. C'était en décembre 2010. La même photo revenait à la une du Courrier Picard qui nous disait que Gérard Depardieu valse pour un passeport. En tout cas, la citoyenneté russe a été accordée jeudi à l'acteur ravi par Vladimir Poutine. Pour la dépêche du midi, c'est désormais officiel, Obélix est chez les Russes. De ce fait, le journal notait que son ami Vladimir Poutine lui a offert la nationalité russe jeudi. La dépêche du midi n'a pas manqué de nous informer que l'appartement qu'occupait Mohamed Mira lorsqu'il a été tué rue de Sergent-Vigné à Toulouse a été reloué depuis quelques jours. Un couple occupe le logement du rez-de-chaussée de cette résidence entièrement refait après la fusillade. Libération s'interrogeait vendredi, cachait des acteurs intouchables. En pleine polémique, Libération ouvrait le débat sur le financement du cinéma. Interrogation également à la une du quotidien de Bordeaux Rive Gauche Sud-Ouest. Un nouvel élan pour le nouvel an. Le gouvernement français tenait jeudi son conseil des ministres de rentrée à l'Élysée où un conseiller en communication fait son apparition. Il s'appelle Claude de Cheillon. Le Monde rapportait à ce propos le plan d'action pour 2013 du tandem Hollande-Hérault. Selon le journal, à l'occasion de sa rentrée et d'un séminaire gouvernemental, l'exécutif recadre ses priorités autour de l'emploi. Le quotidien catholique La Croix rapportait l'errance des familles sans domicile et indiquait que des dizaines de milliers de personnes vivent dans des structures d'accueil provisoire en France, les familles et leurs enfants étant de plus en plus concernés. Le journal fondé par Jean Jaurès, L'Humanité, revenait sur la fiscalité et le grand bluff de la confiscation. Et il nous disait qu'alors que la droite faisait pression pour obtenir l'abandon définitif du projet de taxation des revenus des super riches, des voix à gauche s'inquiètent de l'attitude du gouvernement français. Parlant du gouvernement, L'Humanité donnait des priorités de Jean-Marc Ayrault pour 2013. Le Premier ministre français évoque un nouveau modèle français, une conversion sociale libérale qui ne dit pas son nom. En page 10, L'Humanité n'avait pas raté pour vous le procès des violeurs présumés qui étaient sous bonne surveillance populaire jeudi du côté de l'Inde. Parlant de justice, le journal de la capitale française, Le Parisien, s'était intéressé aux dizaines d'accusés acquittés chaque année devant une cour d'assises en première instance ou en appel et notait que derrière ces chiffres, il existe des histoires poignantes de vies qui ont été basculées. Acquittés aux assises, ils racontent leur histoire dans les colonnes du journal. Chaim était également de retour avec le sacre de Bercy. Selon Le Parisien, dans sa parution de vendredi autant pour moi, la chanteuse donnait un concert géant le même vendredi soir avec 18 000 personnes qui étaient attendues dans l'immense enceinte de Bercy. L'artiste termine ainsi une tournée exceptionnelle avant de s'octroyer une petite pause. Là, à La Réunion, justement, cette fois avec le quotidien de La Réunion de l'océan Indien qui nous disait le cyclone du Mille est parti, mais le danger guette. Dans les colonnes du journal, le bilan complet du passage du cyclone, les reportages du journal avec des équipes de sécurité et la phase de sauvetage qui a été enclenchée. L'île pense encore ses plaies ce samedi. L'an 2012 est vu par les grands singes dans les colonnes du quotidien belge La Libre Belgique avec la philosophe et primatologue Christ Reisfeld. La Libre s'était demandé ce qu'il pourrait bien dire de nous. Étonnant et éclatant
Bien sûr, cette information se trouvait en pages 40 et 41 du journal. Dans ces pages 26 et 27, la Libre, dans sa parution de vendredi, notait que le prix des appartements a augmenté ces derniers mois, porté par la flamme des déçus de la bourse. Mais qu'en sera-t-il en 2013, s'interrogeait le journal. En tout cas, il répondait, les avis divergent. On va terminer avec la Suisse, avec la Tribune de Genève qui est revenue sur la fusillade en Valais et nous parlait de la double détente de la culture des armes. Statistiquement, la Suisse reste championne de bon usage des armes à feu. Mais la tuerie de Daillon, qui a fait 3 morts et 2 blessés mercredi soir, relevait une nouvelle fois l'autre face de la médaille du côté des Suisses. Madame, monsieur, c'est ici que s'achève votre magazine d'information Nouveau Look. En tout cas, on se retrouve forcément samedi prochain, s'il plaît à Dieu. N'oubliez surtout pas, si vous restez très longtemps à côté de la rivière, vous verrez flotter les cadavres de vos ennemis. Bonne journée à toutes et à tous et surtout, bon week-end. Au revoir.